Bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les déclarations qataris qui ont annoncé il y a quelques jours avoir abattu 2 Sukhoi 24. Dans la nuit de mercredi à jeudi, de nouvelles informations sont sorties dans la presse, difficiles à vérifier, mais pour autant assez crédibles. Alors, ce que je vous propose, c'est d'essayer de comprendre qui a intercepté ces aéronefs, pourquoi, et est-ce que la réflexion a eu lieu à un moment de se poser la question, s'agissait-il d'une action offensive de la part de ces 2 Sukhoi 24 venant d'Iran ou s'agissait-il de transfuges? Et vous allez voir que l'histoire, avec un grand H, est assez riche en avions quittant les zones de combat et parfois même en tentatives de fuite organisées qui se terminent très très mal. Et spoiler alerte, ça venait d'Iran. Alors juste avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, n'oubliez pas qu'on vous fait voter pour choisir quelle vidéo vous souhaitez voir dans la journée, parce qu'en ce moment, on a du travail. Alors n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous pourrez voter, et on attaque après le jingle. Roger, ball. Nous sommes lundi 3 mars, le Qatar a déjà pas mal été attaqué et touché, et il y a dans la journée 7 missiles balistiques et plus de 5 drones qui vont être interceptés à la fois par l'armée de l'air, mais également par la force navale, qui s'est prépositionnée avec ses navires pour intercepter. Alors il faut quand même signaler qu'en termes d'interception, c'est beaucoup mieux qu'en 2025, quand Doha s'était fait bombarder, rappelez-vous, par les Israéliens. Le Qatar, c'est un petit pays, mais c'est une très grosse force armée. En termes de défense aérienne, ils ont du Patriot, ils ont du Nassam. Tous ces pays-là sont très équipés en défense antiaérienne. Ils en ont bien plus, par exemple, que la France, qui est un pays beaucoup plus grand. Et en termes d'avions, ils ont du F-15, ils ont du Typhoon et bien sûr, ils ont du Rafale. D'ailleurs, le 1er mars au matin, on voyait sur Flight Radar 24 un F-15 qui ressortait avec son transpondeur allumé, qui partait niveau 160 vers l'est, vers l'Iran. Il faut aussi noter que les Britanniques ont un escadron avec eux, le British Qatar No. 12 Squadron, avec les Typhoon FGR-4. Et que les Britanniques ont annoncé avoir fait le premier kill le 1er mars pour leur Typhoon contre un drone dans le cadre de la protection du Qatar. À noter quand même, en 1974, c'est là que l'armée de l'air qatari a été créée. En 1979, ils nous ont commandé 6 Alpha Jet, des Mirage F1, des Gazelles. Ils ont participé à la guerre du Golfe. Ils ont également eu des Mirage 2000-5 et maintenant c'est une trentaine de Rafale, vingtaine de Typhoon, quarantaine de F-15QA, plus récemment commandés. En 2018, ils ont ouvert une nouvelle base et en 2025, cela a été annoncé, ils ont signé avec les Américains pour pouvoir avoir à Mountain Home Air Base à temps plein certains de leurs F-15 là-bas pour pouvoir s'entraîner avec les Américains. En début d'année, ils ont également commandé des radars de veille aérienne français, du Thales, et donc on se retrouve avec cette interception. Alors ce sont 2 Sukhoi 24, le Fencer, très connu, il y a plus de 1400 qui ont été fabriqués, utilisés en Russie, en Inde, en Ukraine, en Algérie, en Libye. Vous êtes sur un bombardier en fait, un avion qui à vide fait 22 tonnes, qui est en gros le poids d'un Rafale quasiment au maximum. En masse max, 38 tonnes. 11 tonnes de fuel, c'est le poids d'un super étendard. Sur le papier, il fait du Mach 1.6. Alors ça, c'est si vous n'avez pas tout sous les ailes. Il va pouvoir monter au niveau 360. Et en termes de défense aérienne, il n'a pas grand-chose. Il a en fait du missile infrarouge de courte portée. Ce n'est pas un avion qui va pouvoir vous engager à longue distance. Donc ce n'est pas un avion qui vous fait peur. C'est un petit peu comme le Mirage 2000D, si vous voulez, en beaucoup plus gros. À l'époque. Maintenant, les dés ont été rénovés, la rénovation a mis vie, il faut s'en méfier avec le Mika, mais avant c'était la même chose, c'était vraiment un avion bombardier où, tant que vous n'êtes pas devant lui à portée visuelle, ou vraiment dans la partie vraiment avant, là, vous n'avez pas grand-chose à craindre. Et ça, c'est important, parce que pour ce qui est de l'identification visuelle, et d'essayer de savoir ce qu'il vous veut, on prend ça en compte en tant qu'opérationnel. Alors déjà, vous dites peut-être pourquoi est-ce que début mars, ils ont pu décoller. On a vu encore ces derniers jours, là je m'apprête à tourner une vidéo sur un Yak 130 abattu par un F-35I. Eh bien, on a vu ces derniers jours que la chasse et que l'aviation de manière générale iranienne arrive encore à voler. Donc il y a eu certaines bases qui ont été beaucoup ciblées, avec des bombes qui tombent toutes les centaines de mètres sur la piste, les rendant inexploitables. Mais rappelez-vous le concept ACE, Agile Combat Employment, qui consiste à bouger un petit peu ces avions. Les Iraniens, ils réfléchissent comme ça également, ils ont des bases un peu partout, mais d'un point de vue logistique, c'est quand même compliqué. Faire décoller 2 Sukhoi 24, ça vous demande une vingtaine de tonnes de pétrole. D'un point de vue logistique, il faut l'avoir anticipé. Donc on peut s'attendre à ça encore dans les prochains jours, à voir s'ils gardent cette capacité à faire décoller de l'aviation dans les prochains jours. Ce sera de plus en plus complexe. Ça ne veut pas dire que ce sera impossible,
mais de plus en plus rares. Alors maintenant, la grande question, comment savoir s'il s'agit de transfuges ou s'il s'agit d'amis? Parce que oui, dans les armées occidentales, et les Qataris sont entraînés par les Occidentaux, eh bien, on s'entraîne à intercepter et détecter des transfuges, parce qu'il y a une grande histoire avec les transfuges au combat. Ça a commencé en 1953 avec un MiG-15 nord-coréen. Le pilote avait fait une centaine de missions, a décidé de déserter. Il est passé de l'autre côté, il s'est présenté sur la piste sans rien dire à personne et il a failli se prendre un F-86 Sabre à l'atterrissage. Il y avait en cours une opération appelée Mola, rien à voir avec l'Iran, qui offrait 100 000 $ à un pilote nord-coréen qui changeait de camp. Il n'était même pas au courant et au final, son MiG-15, il a été envoyé aux US et Chuck Yeager l'a testé. Alors parce que les Nord-Coréens n'étaient pas contents, il a 5 camarades et chefs qui ont été exécutés au pays quand même. Si on veut rester un peu dans la région, vous avez la fameuse opération Diamant, c'était en 1966, avec le Mossad qui voulait à tout prix un MiG-21 et qui a réussi, après plusieurs échecs qui leur ont coûté des agents en Égypte, à faire déserter un chrétien azéri, pas apprécié de devoir bombarder des Kurdes irakiens, et lui, eh bien, a fui avec son MiG-21, s'est posé en Israël, escorté, donc intercepté par 2 Mirage 3 qui l'ont surveillé jusqu'au bout. C'est devenu derrière l'opération Donut et entre autres ça a aidé à débloquer la vente des F4 à Israël. Et en 1967, vous avez eu 6 MiG-21 abattus pour 0 perte côté israélienne. Connaître son ennemi, c'est la base. En 1976, vous avez un MiG-25 qui s'est posé au Japon, mais là vous allez me dire tout ça c'est un petit peu temps de paix. Mais vous avez en 86, et celui-là est très intéressant, en 86 vous avez un avion qui décolle d'Iran pour aller en Irak. C'est un MiG-23 ML. Et là, accrochez-vous bien, il a déserté le pilote un jour avant ce qui était prévu avec les renseignements irakiens. Il a été intercepté et il a été abattu. Donc je vais vous le redire parce que c'est quand même assez intéressant vu notre sujet du jour. En 1986, un pilote s'était coordonné avec l'Irak, un pilote iranien a décollé avec son avion, devait venir se poser en Irak, ça a été coordonné lors d'un rendez-vous en août 86 en Allemagne, parce qu'il était un jour plus tôt, les intercepteurs n'ont pas eu l'info, n'avaient pas la formation pour essayer de se poser des bonnes questions, et l'ont abattu alors qu'ils voulaient rejoindre l'Irak. Rajoutez à ça que j'étais au centre de commandement de l'OTAN quand il y a eu les opérations contre la Libye, et qu'en Libye on a vu 2 colonels de l'armée libyenne qui ont décollé avec des Mirage F1 ED 502 et 508, livrés à la Libye en 78, et qui sont allés se poser à Malte sans prévenir personne. Alors, pour la petite histoire, ils sont repartis dans l'autre sens un an après, call sign Libyan Air Force 217 en hommage à la date de début de révolution. Bien forcément, et oui, quand j'ai vu passer cette information des 2 Sukhoi 24, je me suis dit, est-ce que c'était pas des déserteurs qui se sont fait abattre? Alors, si demain vous voulez prendre votre avion de chasse, que vous êtes iranien et que vous voulez passer de l'autre côté, je vous rappelle qu'il y a 2-3 petites procédures à respecter. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Déjà, point important, il faut savoir que souvent quelqu'un qui change de camp a des problèmes de pétrole parce qu'il va voler très très bas, très très vite pour s'enfuir de son pays. Mais ce qui vous a amené loin de votre pays n'est pas ce qui va vous permettre de vous poser en toute sécurité dans le pays de votre destination. Pourquoi? Eh bien parce que si vous arrivez très bas, très vite, il y a de grandes chances qu'on estime que vous soyez hostile. Et c'est toute la subtilité de la mission transfuge. Vous allez essayer de vous éloigner le plus vite possible de votre pays, mais à un moment, il va falloir freiner. Pourquoi freiner? Parce que sinon, vous allez être perçu comme hostile, on va pas se mentir. Si vous avez 2 Sukhoi 24 à 80 pieds Mach 08 qui foncent vers votre base, et qu'en plus en dessous ils sont armés, il y a peu de chances que vous ayez envie de discuter avec. Donc voilà ce qu'on attend de vous. On attend de vous que vous arriviez sans rien sous les ailes. Larguez en détresse vos bombes au-dessus de la mer. N'arrivez pas avec du matériel sous les ailes. Sinon, on va voir que vous avez du matériel. Il est hors de question de vous laisser survoler le territoire avec des bombes, par exemple. Ça paraît évident, je sais. Ensuite, en termes de vitesse, si vous maintenez une vitesse élevée, Mach 0,8, Mach 0,9, pour pouvoir vous intercepter, ça va poser un problème à la chasse. Pourquoi? Regardez ce qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup d'interceptions de drones. Et donc, on voit les avions de chasse avec des roquettes anti-drones pour réduire le coût pour certaines nations. Et ça veut dire qu'ils ont souvent un pod. Donc, vous êtes limité à des vitesses subsoniques. Pour pouvoir intercepter en toute sécurité quelqu'un, eh bien, il faut arriver par l'arrière. Pour arriver par l'arrière, il faut aller plus vite. Si ce dernier fait par exemple du Mach 0,9, vous allez devoir être supersonique pour pouvoir l'intercepter en toute sécurité dans un angle qui fait que vous ne risquez pas de vous prendre un missile RR en phase finale d'approche. Et donc, si vous êtes à Mach 0,9 et qu'en l'air, on n'a que des avions équipés pour intercepter du drone,
qu'on ne peut pas vous intercepter, il y a de grandes chances qu'on n'ait pas de doute. Alors c'est là où l'équivalent de l'optique-secteur frontal ou du pod peut aider énormément. C'est-à-dire que désormais, avec les nouvelles générations d'avions, et grâce à ces pods, vous pouvez faire des identifications à distance. C'est fini l'époque où vous deviez forcément vous rapprocher et venir à côté. Et ça, c'est un petit peu nouveau, il faut en avoir conscience. Si vous décidez de passer, là, par exemple, au Qatar, il faut savoir qu'un F-15, un Rafale, un Typhoon bien équipé, peut, alors que vous ne le voyez pas à côté de vous, vous intercepter, déjà reconnaître ce que vous avez sur votre avion, et j'insiste, sous vos ailes. Donc c'est très urgent de lâcher les bombes assez tôt. Là où pendant des années, l'interception se faisait forcément à côté, et l'identification, maintenant ça peut se faire de plusieurs dizaines de kilomètres grâce à ces systèmes optiques, et la France, le Rafale a un excellent système optique, qui marche très bien sur l'avant, qui vous permet d'avoir une bonne idée de ce qu'il y a sous l'aile et donc d'aider à classifier la menace. Ensuite, généralement, il est communément admis qu'il faut réduire la vitesse, sortir le train et battre des ailes quand on vient à côté de vous. Sortir le train, c'est un petit peu plus sioux que ça en a l'air. Mettez-moi dans les commentaires, je sais qu'il y a des spécialistes sur la chaîne, pourquoi à votre avis, sortir le train, même ça coûte du pétrole, est une situation d'avenir pour le pays qui prend le risque de vous récupérer. Je vous laisse quelques secondes. La plupart des avions sur lesquels j'ai volé, quand tu sors le train, cela inhibe la mise en œuvre d'armement. Donc si vous allez sur un transfuge et que ce dernier sort le train, quand même très peu de chance, parce que souvent les missiles RR, il ne va pas pouvoir les larguer. Il va peut-être avoir un missile RR en bout d'aile ou il ne peut pas forcément s'en débarrasser. Avec le train sorti, la grande majorité des avions de chasse ne vont pas pouvoir ouvrir le feu. Donc quand vous êtes transfuge, sortir le train, c'est un petit peu donner votre arme, donner le cran de sécurité à la personne qui vient vous intercepter. Donc c'est pour ça, pilote iranien, sortez le train, ça se passera mieux pour vous. Et maintenant, on va regarder ce que nous donnent les informations. CNN a parlé à 2 sources. Alors, j'aime pas quand il les nomme pas parce que on sait ce que valent les sources dans la presse d'un point de vue militaire, il y a de tout. Mais là, ça me paraît assez crédible. Ça me paraît assez crédible, donc on va regarder un petit peu les informations que l'on a. Les avions de chasse Sukhoi 24 étaient à 2 minutes du bombardement d'Al Udeid ou de la grande raffinerie de Ras Laffan. 2 minutes, Mach 09, 18 nautiques. Ok, on est entre 15 et 18 nautiques. On a une trentaine de kilomètres, je veux bien, sachant que derrière, ils ont fini dans les eaux territoriales, donc à moins de 12 nautiques, c'est cohérent. Par contre, il y a une prise de risque, puisque s'ils n'ont pas été détectés avant, ça nous montre quand même qu'il y a 2-3 petits trous dans la raquette, parce que vous pouvez quand même trouver des missiles qui portent assez loin. Alors heureusement, les Iraniens, ils n'ont pas trop ça en stock apparemment, mais attention. Ensuite, il y a une Visual Identification qui a montré bombes et munitions guidées. Attention avec ça. Visual Identification, avant, il fallait être à côté. Maintenant, par exemple, un F-15 bien équipé, il va pouvoir détecter sans se rapprocher, sans même rentrer dans le volume d'engagement des missiles courte portée. Problème, ils volaient très bas. Ils étaient à 80 pieds. Donc quand ils sont très bas, votre identification visuelle a tendance à arriver du haut. Et ça va être beaucoup plus dur de voir ce qu'il y a sous les ailes. Donc c'est pas évident, ça n'a pas dû être facile de faire la VID. Et surtout avec un avion qui a des grosses ailes, vous allez avoir plus de mal à savoir ce qu'il porte sous les ailes s'il fait de la très très basse altitude au-dessus de l'eau. Voilà, c'est un petit détail technique. Ensuite, ils les ont interrogés à la radio. Rappelez-vous ma vidéo, la dernière, où je vous dis qu'on fait des interrogations radio avant de tirer. Sauf la visite koweïtien, je crois, on en reparlera. Et donc là, ils les ont classifiés hostiles, qu'ils ont envoyé le F-15 pour les abattre. Ils disent qu'il y a eu un combat aérien, ils les ont abattus. Je pense personnellement, surtout si c'est du 1 contre 2, il n'a pas dû discuter très longtemps. Une fois que tu es hostile, tu ouvres le feu, surtout s'ils vont tout droit. Tu mets un missile longue portée type AMRAAM d'entrée de jeu et après tu peux te rapprocher éventuellement. Mais vu le nombre de missiles qu'il a, en fait, le pilote va gérer ses chances de tuer. Si tu es un avion contre 2 et que tu as, on va dire, 4 missiles, tu vas peut-être te permettre d'en mettre un assez loin qui n'a pas forcément de grandes chances de taper. Tapera s'ils ne changent pas leur cap, donc comme ça coupe la manœuvre offensive, éventuellement ça en détruit un, ça force l'autre à breaker, à changer de cap, et à ce moment-là il te reste maintenant 2 missiles pour le traiter, et un missile d'autoprotection. C'est toujours une bonne chose de garder un missile pour soi d'autoprotection, c'est une situation d'avenir. Derrière, ils ont lancé une opération pour essayer de retrouver les pilotes, on n'a pas plus d'informations, mais s'il y a eu effectivement engagement assez proche, il y a eu position des parachutes s'il y a parachute, observation des parachutes s'il y a observation des parachutes, et après rôle de on-scene commander, le chef sur place, tu vas guider les secours.
Parce que, eh oui, c'est comme dans Nimitz Retour vers l'enfer, vous avez tout avantage à récupérer le pilote éjecté derrière. Pas la même philosophie que chez les sous-marins. En définitive, on voit bien qu'au niveau des règles d'engagement, cet article de CNN est assez cohérent. Ce qui va vous aider à construire une conscience de la situation, c'est quel est le point d'origine de la menace, quelle est sa vitesse, quelle est son attitude, qu'est-ce qu'il a sous ses ailes, communication radio, y répondent ou pas. Alors là, il y a toujours, faut être un petit peu souple, j'ai envie de vous dire des fois pour la radio, mais c'est surtout cette attitude et une personne qui fonce à Mach 0,9, on n'a pas leur vitesse, hein, mais vers votre base, vous n'allez pas laisser faire. Quelqu'un qui ralentit, qui n'a rien sous les ailes, qui sort le train, eh bien là, vous allez le traiter différemment. L'histoire est pleine de rebondissements avec ces transfuges, mais là, je pense qu'on peut quand même prendre une petite seconde pour penser si effectivement c'est une mission offensive. Les deux équipages de Sukhoi 24, je ne sais pas s'ils avaient du sang japonais, mais c'est déjà impressionnant qu'ils aient réussi à atteindre les eaux territoriales qataries. Ça nous montre que les lignes de défense qataries à ce moment-là, n'étaient pas très en amont, ils sont assez proches de leur pays. Donc ils estimaient avoir à faire face à des menaces drones, mais pas à des menaces rapides qui les ont probablement un petit peu pris de vitesse. On en saura probablement plus dans les prochains mois, de toute façon on reviendra dessus. Je vous dis à très vite, on va s'intéresser un petit peu au F-35 qui, eh bien oui, on vous l'avait dit il y a quelques semaines dans une interview avec un ancien pilote de F-35 qui avait travaillé pour Lockheed Martin. Eh bien oui, ils vont au-dessus de l'Iran, et là, ils ont eu leur premier kill au-dessus de Téhéran. Allez, à très vite sur la chaîne, pourquoi pas, là je fais une conférence ce soir en intervention dans votre entreprise, on adapte les méthodes de l'aviation au monde de l'entreprise, et des fois, si vous le souhaitez, on ancre tout ça dans des réactions à l'actualité. On peut faire parler un petit peu leadership et followership, ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est un angle assez apprécié des personnes dans la salle. Je vous dis à très vite et fly safe.